mesdames et messieurs, bienvenue à ce troisième numéro de l'Afrique Hebdo que nous avons eu le plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, nous sommes avec nous euh, l'éminent expert fiscal, M. Abdelkader Samake, qui est avec nous pour pouvoir exposer le thème sur quel est le rôle de la fiscalité dans la société. Maintenant, nous avons avec nous M. Abdelkader Samake. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, pouvez-vous nous présenter à nos téléspectateurs? Bonsoir, chers invités. Donc, je me nomme M. Samake Abdelkader, expert en fiscalité et conseiller fiscal agréé de son État. Merci. Voilà, avant de commencer, quel est le rôle de la fiscalité dans la société, nous aimerions que vous nous fassiez un peu l'historique même de la fiscalité. Bon, comme vous savez, la fiscalité, c'est un domaine qui gère tout ce qui concerne les impôts afin d'apporter au budget d'un État de l'argent. Donc, pour cela, elle obéit à certaines règles de droit, en passant par les textes législatifs pour légiférer tout ce qui concernera cette gestion des impôts. Et sa finalité, c'est pour apporter de l'argent dans le budget d'un État. Donc, voilà en gros, la fiscalité tourne sur ces différents points-là. Donc, quand on vous dit d'apporter de l'argent au budget de l'État, il faut d'abord un individu qui doit mener une activité qui sera soumise à la collecte de l'impôt. En même temps aussi, il faut des agents qui doivent gérer l'ensemble de ces mécanismes-là, qu'on appelle les fiscs, l'administration fiscale. Voilà en gros, la fiscalité tourne autour de ces différents points-là. Voilà, maintenant, nous allons essayer d'aborder un peu le thème, quel est le rôle de la fiscalité dans une société. Bon, ça c'est une très bonne thématique. Peut-être le temps ne va pas nous permettre de débattre tous les différents points. Donc, la fiscalité en tant que telle, comme je vous ai dit, c'est un domaine qui va générer de l'argent pour le trésor et amener au niveau du budget d'un État. Ça, c'est la fonction principale de la fiscalité. Maintenant, transposer ça au niveau de la société, donc ça va permettre à un État d'asseoir une bonne politique sociale, n'est-ce pas? Notamment par rapport à la création d'emplois, d'accord? Par rapport à la stabilité au niveau de la sécurité. Donc, parce que la fiscalité d'abord va apporter de l'argent au budget de l'État pour le fonctionnement général de la fonction publique. Oui. Donc, pour cela, il faut un bon système fiscal. D'accord? Donc, le bon système fiscal va faire un retour dans la société par la création d'emplois, la création des investissements, la sécurisation de la population en payant l'armée et les militaires. En même temps, le service public sera plus efficace par rapport au paiement de leur salaire. Donc, de là-bas, la fiscalité est mal comprise dans les pays d'Afrique, mais plus précisément au Mali, les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que réellement la fiscalité. Selon vous, l'expert fiscal, qu'est-ce que vous pouvez donner quand même renseignements sur pour que la population lambda peut comprendre la fiscalité en tant que telle? Bon, en ce qui concerne le Mali, je peux vous dire que la fiscalité est plus ou moins bien cernée par les contribuables. À partir du moment que le budget qui prévoit les recettes fiscales, donc ces dernières années, les recettes fiscales, le pourcentage est toujours atteint et même dépassé. Donc cela veut dire que ça se passe très bien. Vous venez de voir que le Mali même a été classé premier dans la zone UEMOA en termes de bonne gouvernance macroéconomique et deuxième dans la sous-région ouest-africaine. Donc cela témoigne que le mécanisme de la fiscalité est en bonne marche. D'accord? Donc, mais toujours avec les besoins d'un État, ça augmente chaque année. Vous constatez que les recettes fiscales augmentent d'année en année. Cela veut dire que l'État a besoin de l'argent pour investir, faire ce détournement d'argent à sa population. Donc, sur ça, on peut dire que le cas du Mali, quand même, c'est un cas un peu particulier. Les services fiscaux s'améliorent chaque année.
Donc vraiment, c'est encourageant. Voilà, parce que de là-bas, bon, on essaie de voir aussi, quand on parle de fiscalité, on sait directement qu'on parle des impôts. Et dans l'impôt aussi, on sait que la loi de finances est toujours le moyen fort d'un État pour pouvoir quand même financer toutes ces ressources. Maintenant, pouvez-vous nous dire qu'est-ce d'abord la loi de finances et quel apport la loi de finances peut faire pour le développement d'un pays? Bon, comme je l'ai dit tout à fait au début de l'émission, la fiscalité d'abord, fait partie de la souveraineté d'un État. Donc chaque année, la loi de finances autorise la collecte et l'imposition de différents impôts et de différentes taxes. D'accord? Donc chaque année, la loi de finances va renouveler l'application d'un impôt ou d'une taxe. Ça, c'est l'objectif de la loi de finances annuelle. D'accord? Elle prévoit est-ce que tel impôt, telle taxe, on doit les reconduire. Si on doit les reconduire, la loi de finances va définir la légalité de ces impôts et de ces taxes et les conditions des techniques d'imposition et de taxation par rapport à ça. D'accord? Donc la loi de finances elle est très très importante. Ça permet de faire l'état des lieux par rapport à la continuité d'un impôt ou d'une taxe. Donc elle est annuelle. Donc elle prévoit tous les impôts et toutes les taxes qui seront appliquées sur l'année à venir. D'accord? Voilà. Parlant des impôts et les taxes, pouvez-vous nous dire combien d'impôts sont au Mali et combien de taxes aussi sont au Mali? Bon, là, c'est énorme. Comme je vous ai dit, donc, la loi des finances prévoit la structure fiscale. D'accord? On peut les regrouper en catégories de structure fiscale. En structure fiscale, vous avez les impôts directs, notamment l'impôt sur les bénéfices, l'impôt direct. Vous avez les impôts indirects, notamment la TVA, c'est un impôt indirect. Vous avez aussi les contributions diverses. D'accord? Donc, au niveau de ces trois structures fiscales, vous avez des assimilés, tels qu'au niveau des impôts indirects, vous avez comme assimilé la taxe sur les activités financières. Donc, en gros, on peut parler de trois types de structures fiscales. À l'intérieur, vous avez des impôts cellulaires, d'accord, qui sont rattachés soit au niveau de l'impôt indirect, soit au niveau des impôts indirects. Je vais donner comme exemple la plus célèbre taxe indirecte, c'est la TVA, qui est dans la structure impôt indirect. Et vous avez des contributions diverses, telles que les taxes sur les conservations foncières. D'accord? En gros, au Mali, on a trois types de structures fiscales, d'accord, qui sont rattachées aux dispositions de la loi des finances, comme je vous ai dit. Bon, tous cet ensemble-là seront coordonnés par l'assise d'un système fiscal qui a la vision politique par rapport à la création d'emplois, des investissements, d'accord, l'amélioration de la production, de la croissance. Donc ça, c'est la vision même de la fiscalité. Voilà. Donc maintenant, sur les impôts directs que vous venez de dire, on va aller étape par étape. Les impôts directs, comment les impôts directs sont-ils prélevés? Pouvez-vous nous parler sur ça? Bon, c'est une très bonne question. Un impôt est direct d'abord, parce que cela veut dire la loi des finances ou les tests fiscaux désignent celui qui doit supporter la charge, n'est-ce pas? Comme l'impôt sur les bénéfices. C'est assis sur les bénéfices d'une entreprise. D'accord? L'entreprise a été désignée comme contribuable légal. D'accord? Et ce contribuable légal est celui qui va supporter. Ça, c'est la particularité. Donc, il supporte l'impôt, en même temps, c'est lui qui a fait sa propre déclaration. D'accord? Ça, c'est un impôt direct. Voilà. Et l'impôt indirect, quand on parle de l'impôt direct, on voit toujours la TVA quand même qui fait le gros. Maintenant, la TVA, comment la TVA est-elle prélevée aussi? Bon, par rapport à l'esprit des impôts indirects, notamment la TVA, je viens de vous dire, avec les impôts directs, celui qui supporte et celui qui fait sa déclaration et son paiement. Ça, c'est la partie des impôts directs. On
On appelle ici le redevable légal, celui qui fait ses propres déclarations, il supporte. Maintenant, par rapport aux impôts indirects, leur particularité, il y a deux types de contribuables. Mais à ce niveau, on va dire redevable, c'est encore mieux adapté. Donc, on parle ici de redevable légal, mais il ne supporte pas la charge fiscale. Donc, celui qui supporte la charge fiscale, on va l'appeler redevable réel. Mais légalement, l'autre a été désigné par les textes, notamment la loi des finances. Donc voilà, monsieur le redevable doit répondre aux obligations fiscales, notamment les paiements de cette TVA-là ou de ces impôts indirects. Donc il y a deux types de redevables là-bas. Celui qui supporte, il est redevable réel, mais il n'est pas connu comme tel dans les obligations fiscales avec l'État. Mais moi, j'aimerais que vous donniez des exemples précis, parce qu'en réalité, quand on parle, ça c'est des termes purement économistes, mais est-ce que vous pouvez donner des exemples précis pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre ce que vous venez de dire? Tout à fait. Je vous donne un exemple, par rapport à l'impôt sur les bénéfices. L'entreprise qui déclare son bénéfice annuel en termes d'exploitation de ton compte de résultat, il a été désigné par les tests, son bénéfice sera soumis à l'impôt sur les bénéfices. D'accord? Il déclare et il supporte en même temps. Et il fait les paiements. Ça, c'est les impôts directs, notamment les BIC. Par rapport à l'impôt indirect, comme vous avez si bien dit, il est plus célèbre que la TVA. Donc, vous consommez, on sait que les gens consomment de la boisson, les sucreries. D'accord? Bon. Un commerçant qui vend les sucreries qui sont soumises à la TVA, donc celui qui paye cette sucrerie, il paye en toute taxe comprise, c'est l'habitude, avec TVA inclus dans le montant remis à son fournisseur. D'accord? Donc il ne sent pas ce qu'il a payé comme TVA. Donc lui, il prend le montant avec le montant de la TVA qui aura appartenu au trésor public. Et c'est ces commerçants-là qui fera sa déclaration, il va reverser la TVA tout en suivant tout un mécanisme de fonctionnement. Donc, il va payer la TVA éventuellement à l'État. Donc, les consommateurs, comme tel, il n'a pas senti. Il paye les montants, mais le client fera la part des choses, son fournisseur fera la part des choses. Donc, il va reverser éventuellement, après avoir fait tout un mécanisme de calcul, la TVA à l'État. D'accord? Mais celui qui a supporté réellement, c'est son client. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit la TVA c'est un impôt neutre. D'accord? Et puis indolore, c'est-à-dire tu ne sens pas l'effet en faisant les paiements. Voilà. Bon, pour essayer de contribuer un peu votre idée, prenons le cas maintenant du sucre. Si on dit que dans nos boutiques respectives, on vend des sucres à 500 francs, bon, il se peut que c'est à 400 francs le plus réel. Et le 50 francs, ça, c'est le TVA que les acheteurs quand même donnent sans pour autant le savoir qu'ils ont payé le prix de la TVA, si je ne m'abuse. Oui, c'est à peu près comme ça, mais il faut le taux légal qui fait 18%. Donc, normalement, ça correspond à un montant de la TVA. Et plus les deux, ça fait toute taxe comprise. Il verse à l'État sa part de TVA. Effectivement, c'est ça. Donc, de d'abord, on va essayer de voir un peu, parce que quand on parle des impôts, il y a des gens aussi qui refusent d'aller se déclarer au niveau de l'administration fiscale. Maintenant, si ce cas-là arrive, est-ce que ça ne freine pas un peu le développement? Bon, on vient de parler sur l'application des impôts et des taxes qui est renouvelée chaque année par la loi des finances. Donc, je vous ai dit, la loi des finances précise tous les cadres de fonctionnement de l'impôt et des taxes, qu'on appelle techniquement technique fiscale l'assiette. Donc, les biens, les revenus, les matériels qui seront concernés par tel type d'impôt. C'est précisé par les textes. D'accord? Donc, le fondement de toutes ces dispositions-là sont au niveau de la Constitution du Mali, notamment à son article 23. D'accord? Donc, cette loi des finances précise l'assiette. L'assiette va préciser quelles seront les personnes qui seront concernées par tel type d'impôt ou tel type de taxe. C'est précisé par la loi des finances.
D'accord? Et la même loi dit encore, précise, qui doit payer, qui doit aller faire les paiements aux impôts, qui doit satisfaire aux obligations fiscales déclaratives. Donc ça nous ramène au niveau du fondement même du système fiscal malien, qu'on appelle un système fiscal de type déclaratif. C'est au contribuable d'aller se faire connaître par l'administration, hein, et de prendre ses déclarations et informer l'administration par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, à ce niveau, les systèmes déclaratifs sont corollaires, c'est de vérifier ce que l'autre a dit. Donc vous déclarez, il y a une présomption de sincérité. D'accord? Jusqu'à ce que l'administration va apporter la preuve contraire. Donc ça ramène maintenant vers un système de contrôle. D'accord? Il y aura un système de contrôle pour voir ce que vous avez déclaré et si votre déclaration elle est exacte. D'accord? Et ce système de contrôle aussi est régi, a été bien défini par les dispositions fiscales. D'accord? Qui doit faire le contrôle? Comment le contrôle doit se procéder? Il y a 3 types de contrôle. La vérification sommaire, d'accord? Et la vérification sur pièce, le contrôle sur pièce, et la vérification plus approfondie. D'accord? Donc, pour revenir à votre question, donc, ceux qui ne se feront pas connaître par l'administration, donc les services de recensement, d'accord? Il y a d'autres services d'enquête, hein, donc qui sont censés, c'est-à-dire qui vont dénicher, hein, ces bases, ces assiettes non déclarées à l'administration fiscale. Donc ils vont procéder à ton imposition ou à ta fiscalisation. D'accord? Mais tout ce système-là est prévu par la disposition fiscale. Voilà. Et voilà, mais pourrons-nous savoir, est-ce que ces gens-là pourront-ils courir quand même des sanctions plus graves pour ceux qui ne viennent pas se déclarer? Celui qui ne se déclare pas, donc on diminue les censés ignorer la loi. D'accord? Donc avant de mener une activité, il y a toute une démarche. N'est-ce pas? Donc si c'est une activité commerciale, il faut d'abord t'identifier en tant que commerçant en prenant un registre de commerce. D'accord? Et dès que vous aurez votre registre de commerce, vous partez vers votre municipalité aussi. Ils vont vous orienter à la mairie. Parce qu'il y a des taxes municipales. D'accord? De là-bas aussi, vous allez contacter les centres des impôts de votre localité. Et aussi, ils vont vous communiquer vos différentes obligations. Et vous allez vous mettre en règle. Il y a des préalables. D'accord? Donc, celui qui se met comme ça en activité, doit être identifié d'abord en tant que commerçant, mais il a un porte-à-faux d'abord, avec certaines dispositions. D'accord? Maintenant, celui qui va mener d'autres activités qui n'est pas commerciale, dans tous les cas, il sera rattaché à une corporation, il doit se mettre en règle par rapport à sa corporation. Et de là-bas, les premiers réflexes, il doit aller vers sa municipalité. D'accord? Il va avoir les taxes municipales, mais il doit contribuer d'abord au niveau de sa localité. Il se met en règle. De là-bas, il va contacter les services des impôts aussi de sa municipalité. Eux aussi, ils vont le rendre. Là, il sera vraiment un bon citoyen, comme dit l'article 23 de la Constitution du Mali. Il va contribuer à l'effort de développement de son pays. Voilà. Voilà. Parce que quand on parle de ça, il y a des termes quand même qui viennent. Il y a l'évasion fiscale, il y a la fraude fiscale, il y a le paradis fiscal. Maintenant, pouvez-vous nous éclairer un peu, d'abord, qu'est-ce que c'est que la fraude fiscale, d'abord, dans un premier temps, après l'évasion fiscale et le paradis fiscal? Bon, c'est des termes qui a beaucoup de ressemblances entre eux. Quand on vous dit fraude, d'accord? Donc fraude, il y a dissimulation, il y a la non-application d'un texte légal. D'accord? Vous avez fraudé. Hein? Donc c'est triché. Donc tous ces systèmes-là est régi par des textes de préalable. Il y a des sanctions qui sont prévues. D'accord? Il y a des sanctions pécuniaires et les degrés de sanctions évoluent. Maintenant, par rapport à l'évasion, d'accord? L'évasion, comme ça, c'est-à-dire c'est de profiter souvent des vides juridiques ou bien d'essayer de se mettre dans un contexte pour avoir par exemple un taux réduit. D'accord? Un taux réduit.
D'accord? Donc, on dit par exemple, un jeune diplômé qui a son premier emploi, qui n'a pas atteint la limite d'âge de 35 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, une entreprise qui dit ces jeunes-là va bénéficier d'une exonération par rapport à la contribution forfaitaire autour de 3,5% sur 3 ans. D'accord? Donc, il faut écrire à l'administration fiscale en donnant les preuves comme quoi c'est un monsieur, il est jeune diplômé, il a son premier emploi. Maintenant, l'entreprise qui ne fait pas cela, qui prend quelqu'un qui a plus de 35 ans d'abord, où il n'est pas à son premier emploi. Le monsieur, il a son deuxième emploi chez lui. Mais il a fait monter à l'administration, il a son premier emploi. Donc c'est une évasion fiscale. Hein? Il s'est mis dans un contexte de bénéfice d'une disposition, or il était en dehors de cette disposition-là. Donc ça, c'est l'évasion fiscale. Hein? La forme est là. Ça répond, c'est un jeune diplômé, il n'a pas 35 ans. Mais il dit qu'il a son premier emploi, mais il a servi ailleurs. Et ça, c'est une évasion fiscale. D'accord? Donc maintenant, sur l'évasion fiscale, des fois, on voit dans les pays occidentaux des gens qui disent que dans leur pays, l'impôt est trop élevé. Bon, ils auront des arriérés sur eux de ne pas payer leurs impôts. Des fois, ils quittent leur pays natal pour aller s'exiler dans d'autres pays. Là aussi, on parle d'évasion fiscale ou bien là, ce n'est pas l'évasion fiscale? Bon, ça, c'est le choix du régime moins coûteux. D'accord? Ça revenait vers les paradis fiscaux. D'accord? Les paradis fiscaux, c'est des pays dont le taux d'imposition est très très faible. La charge fiscale, pratiquement, ça n'existe pas. D'accord? Donc, les revenus échappent à l'impôt. Donc, ils ont opté pour ça. D'accord? Donc, ça, c'est les paradis fiscaux. Maintenant, quelqu'un qui contourne son pays pour aller, ça dépend des types de systèmes fiscaux de son pays. D'accord? Parce qu'au Mali, les systèmes fiscaux, les revenus sont imposés au Mali qui sont de source malienne. D'accord? Donc, un revenu malien est imposé au Mali. Donc, tous les revenus des sources maliennes seront imposés au Mali. Mais les revenus des sources étrangères, ça, c'est autre chose. Donc, ça dépend des systèmes fiscaux de chaque pays. D'accord? Donc, comme je dis, la fraude est là, quelqu'un qui triche carrément. D'accord? Pour dissimuler, réduire son chiffre. D'accord? Ça, c'est carrément des fraudes. Où il a ignoré même de payer un impôt. Dans tous les cas, on dit que vous avez fraudé par méconnaissance des textes. Mais ceux qui font la manipulation pour se mettre dans un contexte pour bénéficier de certains avantages de réduction des taux d'imposition ou de diminution de la base, ça c'est l'évasion fiscale, n'est-ce pas? Donc ils sont dans une position qui ne les ressemble pas. Là c'est une évasion fiscale, d'accord? Maintenant, votre exemple, celui qui quitte le Mali par exemple pour aller investir ailleurs. D'accord? Ça va dépendre des clauses de convention entre le Mali et cet État-là. Par exemple, c'est qu'avec l'UMOA, il y a des établissements, la notion des établissements stables pour éviter la double imposition. D'accord? Donc ça dépend. D'accord? On ne peut pas parler ici d'évasion fiscale, sauf s'il y a manipulation pour se dérober carrément du paiement de l'impôt quelque part. En ce moment, nous allons parler d'évasion fiscale. C'est bon? C'est différent du paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est généralement une zone dont le taux d'imposition est pratiquement négligeable, ça tend vers zéro. D'accord? Il n'y a même pas d'impôt à payer. Hein? Donc, mais c'est des zones qui sont bien identifiées, qui sont connues sur le plan international. Voilà. Donc, il y a aussi le code général aussi des impôts. Bon, selon le code général des impôts, il y a d'énormes textes qui sont inclus. Pouvez-vous nous faire ressortir, si les mémoires sont là, nous faire ressortir quels sont les avantages pour que l'impôt puisse bénéficier concrètement au développement d'une nation? Bon, je vois ici il y a des questions. Le code des impôts, ça c'est la récapitulation des textes fiscaux d'un pays. D'accord? Les textes fiscaux sont récapitulés à l'intérieur du code des impôts. D'accord, avec même les tests réglementaires sont à l'intérieur, les tests légaux réglementaires sont à l'intérieur, les conventions fiscales sont à l'intérieur. D'accord? Donc, actuellement, on a un autre document qu'on appelle les livres de procédures fiscales. D'accord? Donc, c'est de ramasser des dispositions et le fonctionnement de l'impôt. D'accord? Maintenant, par rapport si je comprends la deuxième question, vous voulez parler ici
la contribution de la fiscalité par rapport à l'amélioration des paramètres macroéconomiques ou microéconomiques d'un pays, si je comprends bien. Ouais. Voilà. Donc là, ça nous ramène à une des fonctions encore de la fiscalité. D'accord? La fonction économique de la fiscalité. D'accord? Donc, parce que vous savez que la fiscalité, dans son mécanisme de fonctionnement, touche à tous les claviers. Donc, travaille avec les claviers des agrégats économiques. D'accord? Donc, ces paramètres-là sont bien étudiés par les décideurs pour améliorer la croissance du pays. Voilà. Avant d'arriver à la fin de cette émission, nous sommes toujours avec M. Abdelkader Samake, qui est expert fiscaliste dans son État. M. Samake, quels sont maintenant des conseils que vous pouvez donner à la population ou bien aux contribuables de bien faire le travail pour que le développement si attend que le Mali puisse en avoir avec le paiement des impôts? Bon, comme je dis, je reviens toujours vers l'article 23 de la Constitution qui interpelle tous les citoyens de cotiser en payant ses contributions à l'État. Donc, en tant que citoyen, il faut se renseigner par rapport aux dispositions de ton pays et se mettre à jour. D'accord? Vous allez voir l'amélioration même autour de soi-même. Parce que celui qui paie ses impôts, tu seras fier d'être sur les routes bien goudronnées. D'accord? Tu seras fier de voir l'enlèvement de tes ordures ménagères. D'accord? Donc tu seras fier quand l'État va donner les moustiquaires à la population. D'accord? Donc les dépenses publiques même fonctionnent avec tes contributions. D'accord? Donc ça interpelle. D'accord? Par fierté nationale même, il faut contribuer. Comme dit en Bambara, il y en a fait d'un tout. D'accord? Tu ne payes pas tes impôts, tu es en train de rouler sur les goudrons des autres, c'est eux qui ont payé ça. Si tu es fier, tu dis tes fois d'un tout, il faut descendre de cela. D'accord? Donc ça interpelle tout le monde. D'accord? Quand on vaccine les enfants, tu sais que tu n'as pas payé. Il faut donc avoir des gens vaccinés. Donc tu vas te déranger. D'accord? Ça c'est déjà le système fiscal, c'est un autre débat, peut-être on aura l'occasion de le faire sur les prochaines émissions. Donc il faut aller vers d'autres paramètres sur le plan social pour faire comprendre qu'il faut payer ses cotisations. D'accord? C'est une fierté, ça interpelle. Voilà, donc le développement, je n'ai pas trop touché à ces mots-là, parce que c'est délicat à définir. On se développe, on continue à se développer. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Il faut le bien-être. Donc l'être humain, tu te développes, tu continues. Il n'y aura pas un point que tu vas dire que ça va. Ça n'existe pas, à mon avis. D'accord? Donc le clavier fiscal, en combinaison avec tous les autres claviers économiques, on doit sentir que dans notre pays ça évolue, n'est-ce pas? Donc les dépenses sont bien orientées vers leur utilisation. Donc je pense qu'on a bien expliqué ça à la base, quoi. Et je pense que cela est fait aussi avec des restitutions des députés avec leur base. Voilà. Donc, avant de clore le débat, nous remercions M. Abdelkader Samake qui a voulu répondre à notre appel. Et j'espère que prochainement, si le besoin se fera ressentir, M. Abdelkader Samake sera de bien heureux de venir participer à notre émission. Tout à fait. Je suis très très content. C'est à moi de vous remercier. Le sujet est très très intéressant, comme je vous ai dit au départ. On ne peut pas tout débattre en 35 minutes, même en un mois. D'accord? Et ça me fera plaisir de revenir sur certains points avec d'autres thématiques encore. Donc à moi de vous remercier. Donc ainsi prend fin cette émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et bien des choses à vous dans la famille.